Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, comment le Rwanda va réagir suite à l'expulsion de son ambassadeur en poste en République démocratique du Congo. Rappelons que selon Kinshasa, cette décision a été motivée par l'appui que Kigali aurait fourni aux rebelles du M23 dans la dernière attaque qu'ils ont menée dans l'est du pays et qui s'est soldée par leur conquête des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre. Les Ghanéens toujours sceptiques quant à la capacité du président Nana Akufo-Addo à gérer la crise économique actuelle. Dans un discours prononcé le 30 octobre concernant la situation économique, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Il est actuellement en négociation avec le FMI pour un prêt dans le but de faire face à l'inflation record et à l'effondrement de la monnaie nationale. Et puis, la Mauritanie peaufine sa stratégie pour la mise en place d'une véritable industrie du gaz et de l'hydrogène vert. Le pays entend devenir l'un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz du continent à l'horizon 2030. Mais tout d'abord, la reprise des négociations sur les îles éparses reportées Sindé. Après le limogeage de son ministre des Affaires étrangères, Madagascar a demandé l'annulation de la rencontre avec les autorités françaises initialement prévue ces 2 et 3 novembre à Paris. Cette deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache était censée statuer sur l'avenir des îles éparses que les deux pays se disputent depuis plus de 50 ans. Richard Randriamandrato, qui devait conduire la délégation malgache, a été démis de ses fonctions le 18 octobre dernier pour avoir, selon la présidence, pris seule la décision de voter la résolution condamnant l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Le Quai d'Orsay a de son côté indiqué qu'il attendait la nomination d'un ministre des Affaires étrangères malgache pour définir un nouveau calendrier pour les négociations qui conviendraient aux deux ministres. Escalade des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui, ces dernières semaines, ont pris possession de plusieurs villes à l'est du territoire congolais. Accusations qui se sont récemment soldées par l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Les autorités rwandaises qui regrettent cette tournure des événements continuent de rejeter ces accusations. Que peut-on attendre de la réaction du Rwanda? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakiaisenga. Dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais est très sollicité. Entre les coups de fil et les entretiens avec les journalistes, Alain Mukurarinda enchaîne pour présenter la réaction de son gouvernement face à l'amplification des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les journalistes veulent savoir ce que le Rwanda compte faire après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Le Rwanda garde toujours le cap. Ce problème doit être résolu via les voies pacifiques, par les débats, par les discussions. Ça, c'est la posture du Rwanda et qui n'a pas changé. Parce que si on expulse l'ambassadeur et que le Rwanda fait la même chose, est-ce qu'on n'est pas dans l'escalade là? Le Rwanda a décidé, je dirais même que la décision, le communiqué qui a été publié hier, c'est un communiqué de désescalade. On ne va pas faire exactement la même chose. Plusieurs initiatives de médiation ont été mises en place pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi ou encore récemment la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Apparemment, toutes ces solutions semblent ne pas produire les résultats attendus. Il y a eu également Addis Abeba, il y a eu Afrique du Sud. On peut remonter dans le temps. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a un manque de volonté politique du côté des autorités congolaises. Aujourd'hui, il faut poser la question. Est-ce que ce qui a été proposé a été mis en application? Tant que ça n'a pas été mis en application, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des solutions durables? Deuxièmement, qui est responsable en premier lieu de mettre les solutions proposées, de les appliquer? Est-ce que ce sont les pays limitrophes ou c'est le pays en question où il y a des problèmes?
Dans un communiqué publié le 30 octobre, l'Union africaine rappelle les parties prenantes dans cette crise à privilégier le dialogue. À cet égard, l'organisation appelle toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Pour rappel, le gouvernement congolais reproche au Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui assiègent aujourd'hui plusieurs villes à l'est de la RDC, des allégations que le gouvernement rwandais a toujours niées. Les dirigeants de la Ligue arabe sont actuellement réunis à Alger dans le cadre du 31e sommet de l'organisation qui se clôture ce mercredi 2 novembre. L'Algérie, pays hôte, a placé cette rencontre sous le signe du rassemblement et de la réactivation des mécanismes de prévention et de résolution des conflits au sein des pays membres. Rassemblement nécessaire puisque ce sommet s'est en effet ouvert dans un contexte tendu, les États membres ayant des positions diverses sur de nombreux sujets épineux, à l'instar de la Syrie ou encore du rapprochement de certains États avec Israël. Tensions qui ont été illustrées par l'absence de nombreux dirigeants, parmi lesquels le souverain marocain Mohamed VI, qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Nathalie Mo. Hôte de la 31e édition du sommet de la Ligue arabe du 1er au 2 novembre 2022, l'Algérie place cette rencontre sous le signe du rassemblement. En effet, alors que la pandémie de Covid-19 a empêché la tenue de ces assises pendant 3 ans, des dissensions sont apparues entre les États membres de la Ligue arabe, rapprochement du Maroc et du Soudan avec l'État d'Israël notamment, mais aussi rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sur fond de conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, la normalisation de la situation politique et sécuritaire en Libye va également meubler les débats lors de cette rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe. C'est un sommet où participera pratiquement les 2/3 des chefs d'État arabes, des princes, des rois, etc. C'est un sommet qui est face à des défis extrêmement importants. Il y a celui de l'inflation mondiale, des crises internes dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, la Syrie, les conflits, le terrorisme. Le sommet de la Ligue arabe en cours est consacré à la réforme de l'organisation qui se compose de 22 pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe. L'une des préoccupations majeures de cette édition du sommet est la prévention des conflits et la contribution à leur résolution à travers la réactivation de nombreux protocoles, l'initiative arabe de paix de 2002, entre autres. Afin de consolider l'unité des pays arabes, d'atténuer l'impact de ces crises sur les populations arabes et surtout de réformer la Ligue arabe qui est en train de s'essouffler. Vraiment une organisation qui a été créée en 1945 dont les structures ont besoin d'être réformées. L'organisation du 31e sommet de la Ligue des pays arabes est le symbole d'une renaissance de la diplomatie algérienne. Cependant, l'absence du roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, interpelle des observateurs. Rappelons que lors de la fête du trône en juillet 2022, le souverain chérifien déclarait sa main tendue en direction des autorités algériennes pour un dégel des tensions entre les deux États. Avec une inflation qui a grimpé à 15,7% dans un contexte de hausse des prix du carburant et de perte de près de 16% de la valeur de sa monnaie, le cedi, par rapport au dollar, la situation économique du Ghana est plus que tendue. Le 30 octobre dernier, dans son adresse à la nation, le président Nana Akufo-Addo a cherché à rassurer le pays sur la capacité de son gouvernement à gérer cette crise économique alors qu'il négocie un accord de près de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Le président ghanéen est sous pression. Ses propres législateurs réclament le licenciement de son ministre des Finances. Le point sur la situation dans ce sujet de Roberto Bokbe. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo exhorte la population à soutenir sa décision de solliciter un prêt du FMI, le Fonds monétaire international. C'est l'une des mesures prioritaires pour juguler une crise économique qui paralyse ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, qui a longtemps été le pays africain subsaharien le plus endetté, fait face à une inflation très accrue, une situation qui a poussé de nombreux commerces à fermer leurs portes. Le président mesure l'ampleur du phénomène. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so.
Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres circonstances, nous ferons de cette crise une opportunité pour résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent de perturber notre économie. Initialement prévu d'ici à 3 semaines, un accord avec le FMI est désormais attendu pour la fin de l'année. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars pour faire face à l'inflation record de 37% et à l'effondrement de sa monnaie, mais aussi aux difficultés économiques aggravées depuis l'invasion russe en Ukraine. Nous nous sommes adressés au Fonds monétaire international pour assainir à court terme nos finances publiques et rétablir notre balance des paiements, tout en continuant à travailler sur les changements structurels à moyen et long terme qui sont au cœur de notre objectif de construire une économie ghanéenne robuste et résiliente et de bâtir un Ghana sans aide. Les discussions avec le FMI ont fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui mettraient un peu plus la population dans une situation difficile. Les législateurs du parti du président Akufo-Addo ont appelé au limogeage du ministre des Finances, accentuant la pression sur le gouvernement. Également dans l'actualité, le Sénégal optimiste quant à ses investissements dans le secteur des hydrocarbures. L'exploitation des gisements d'hydrocarbures au Sénégal pourrait en effet rapporter plus de 30 milliards de dollars sur 30 ans, soit près d'1 milliard de dollars en moyenne par an. Des estimations récemment présentées par le directeur général de Petrosen Exploration Production, Tierno Sedouli. Ce dernier a également précisé que ces estimations basées sur des prix de 60 dollars le baril pour le pétrole et 6 dollars pour le gaz pourraient augmenter si on prend en considération les cours actuels du gaz et du pétrole. Le pays tirera ses revenus de ses différents projets pétroliers dont le champ de Grand Tortue à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. La Mauritanie qui est également confiante quant au potentiel de son secteur d'hydrocarbures. Selon les experts, le pays fait partie des futurs grands Eldorado africains du gaz. C'est dans ce sens que les autorités de Nouakchott ont récemment organisé un atelier de présentation de la feuille de route pour le développement de l'hydrogène bas carbone dans le secteur. Le conflit ukrainien est notamment perçu comme une opportunité pour accélérer le développement de projets, en tête desquels celui du champ gazier de Grand Tortue Ameim, découvert en 2015 et est situé entre la Mauritanie et le Sénégal. Selon le ministère du Pétrole, les projets en cours vont générer une croissance de 10% à l'horizon 2030. Robert de Borgbé. La Mauritanie veut être un hub intégré pour l'exploitation de l'énergie et des industries de fer à bas carbone à l'horizon 2040. Actuellement, le pays développe un projet de génération de 30 gigawatts et un autre de 10 gigawatts. Ces deux projets intensifs en main-d'œuvre et en expertise vont générer une croissance de 10% à l'horizon 2030 et réduire le taux de chômage de moitié. Et la raison, c'est parce que ces industries sont extrêmement intensives en main-d'œuvre qualifiée, en expertise. Donc l'impact va directement aux citoyens. Alors que les industries rentières, gaz, minières, etc., il y a un impact sur les citoyens, mais il est limité. Le plus souvent, l'impact est un impact indirect. Il transite par le budget. La Mauritanie figurera bientôt dans le groupe des pays exportateurs de pétrole et de gaz. L'entrée en activité du champ gazier Grand Tortue Ameim, partagé avec le Sénégal, et les perspectives du champ Birala, en territoire exclusif mauritanien, font suite à une expérience limitée de production pétrolière qui a permis, depuis le milieu des années 2000, de former un certain nombre de cadres. À ces gisements gaziers s'ajoutent les ressources énergétiques renouvelables dans le solaire, l'éolienne et l'hydrogène vert. Cette dernière est une source d'énergie systémique qui peut être le pétrole du futur, de l'avis du ministre du Pétrole. Notre ambition, c'est vraiment développer l'ensemble de nos ressources énergétiques. Et nos ressources énergétiques, ce n'est pas que le gaz, heureusement, mais c'est aussi les énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergies renouvelables, on parle du futur, c'est aussi l'hydrogène vert qui peut être aujourd'hui, selon le consensus des experts, le grand comme dit, game changer. Ce qui va changer la donne dans le futur.
Alors l'hydrogène vert sera-t-il le pétrole du futur? C'est la grande question. Tout indique qu'il a tous les attributs pour cela. Outre l'énergie, la Mauritanie mise sur son gisement de fer avec une capacité d'exportation de 12 millions de tonnes en minerais par an. Le défi du changement climatique en exportant de l'hydrogène et de l'ammoniac vert, ce qui contribuera à réduire l'empreinte carbone à la fois des pays destinataires et de celle, très faible en ce moment, de la Mauritanie. Découverte à présent de la pièce de théâtre intitulée Pas de demain du metteur en scène béninois Brado Birlin Grimaud. Œuvre qui dénonce les conditions difficiles dans lesquelles les prisonniers vivent dans les centres de détention du pays. Un moyen pour le metteur en scène de militer pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Leftiono. Stand ovation pour la pièce de théâtre intitulée Pas de demain du metteur en scène Brado Birlin Grimaud, restituée par 3 jeunes comédiens béninois à l'espace Le Centre de Lobozumpa à Abomey-Calavi au Bénin. Écrite et mise en scène par Brado Birlin Grimaud, cette pièce relate les réalités de 3 prisonniers. Il s'agit non seulement d'un travail de questionnement sur la vie de ces détenus, leur capacité à résister dans le temps, dans certaines conditions, mais aussi une interrogation sur ce qui se passe à l'extérieur des barreaux et quand ça va changer, si les lendemains seront meilleurs ou pas. Cette pièce est parsemée de messages. Elle aborde entre autres les formes d'aliénation de l'Afrique avec le colon, le rêve africain, le nouvel ordre mondial, l'attachement des Africains aux religions importées, les restrictions des libertés. Dans la société que nous connaissons, qu'elle soit occidentale, asiatique, africaine ou américaine, on est tout le temps en train de se demander, mais on va où en fait ? C'est quoi notre but? On participe à quoi exactement? Juste se lever, courir, manger, dormir, sourire, mourir? C'est quoi le but en fait? Donc dire mangeons tout aujourd'hui et puis vendez ce demain, c'est vraiment profond. C'est un questionnement pour tout le monde. La pièce Pas de demain évoque les questions existentielles. Dans un décor original rempli de chemises blanches accrochées au séchoir à linge et lumière, cette restitution théâtrale ravive le passé des détenus, notamment de Bayor et Foula, à travers une projection vidéo. Afin d'accrocher le public, une bribe de traitement audio populaire circulant sur les réseaux sociaux a été montée dans la pièce. C'est des éléments qu'on a utilisés sans pour autant parler, pour mettre de l'humour dans ce travail. L'élément graphique, c'est pour faire un feedback dans le passé de ces prisonniers qui sont dans ce monde. Gildas Maoussia Gossoupe, Udvan Sweke, Ornella Fayon, Douriat Dansou et Brado Birlin Grimaud comptent reproduire ce spectacle dénommé Pas de demain et faire participer un plus grand nombre de publics, recueillir des avis afin d'explorer le monde carcéral pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. A noter que l'idée de la création de cette pièce a germé en 2019 à la rencontre d'un détenu qui totalise 5 ans d'emprisonnement sans jugement. Ceci lors d'une intervention artistique du metteur en scène Brado Birlin Grimaud à la prison civile d'Abomey-Calavi au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.